Ah, c'est en tout cas aller dans un endroit qui m'intéresse. Et puis c'est vrai que ce passage qui n'a pas été enfin, passé par beaucoup de bateaux reste encore une aventure. C'est la glace qui décide, malgré la fonte de la banquise, il reste encore beaucoup de glace et on n'est pas sûr d'un été sur l'autre de pouvoir passer. Donc c'est un endroit à découvrir, c'est un endroit en plus qui est un peu le reflet du réchauffement climatique et des changements que cela donne, donc avec le retrait de la banquise et puis la fonte du permafrost, surtout dans le nord, côté Alaska. Donc voilà, c'est un endroit qui il y a quelques siècles était vraiment le royaume des Inuits. Oui, est-ce que le bateau a été fait dans ce but de relater un petit peu ce qui se passe sur la Terre, sur le globe. Et c'est vrai que les régions polaires, difficiles d'accès, demandaient un bateau adapté. Ce bateau, je l'ai construit et maintenant il est là, il est à flot. Et donc les missions, les voyages que l'on va faire, c'est principalement vers les pôles. Et donc le passage du Nord-Ouest est la première expédition que l'on va faire. Ce bateau est né de l'expérience, entre autres, du précédent bateau que j'avais, mais qui était un petit bateau de 12 mètres en aluminium, qui avait été dessiné déjà il y a plus de 20 ans, 25 ans, avec des envies et des rêves d'aller vers l'Antarctique. Et donc ce nouveau fleur austral est voilà l'aboutissement de toute l'expérience, de quelques navigations dans le sud et évidemment de ce que j'ai pu voir d'autres bateaux, d'autres collègues qui naviguent dans ces régions polaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour aller dans ces endroits-là? Il faut avoir un bateau solide au niveau de la coque, parce qu'on est amené à toucher la glace qui flotte, les icebergs, les growlers. Donc ça, il faut avoir une coque solide. Donc là, la coque est en aluminium, épais. On a vraiment des épaisseurs assez importantes. Ensuite, on a des cloisons étanches, comme le Titanic, mais un petit peu mieux dessinées que celle du Titanic. Parce que malgré une coque solide, on peut quand même avoir des entrées d'eau. En tout cas, c'est le danger qui est principal. Donc ça, c'est pour la sécurité. Ensuite, pour, je dirais, le confort et l'adaptation de navigation dans le froid, on a un bateau qui est d'abord chauffé, avec une isolation qui a été bien réalisée. On a une timonerie, c'est-à-dire un poste de pilotage extérieur où on a vraiment une vue à 360 degrés avec du double vitrage, de la place pour que tout l'équipage puisse se retrouver là-haut. Donc ça, c'est le confort. Et ensuite, alors dans tout, enfin l'autonomie, parce qu'on est amené à partir pendant longtemps, des missions de 2, 3 mois, voire plus. Donc on a un bateau avec une grosse autonomie de carburant, qui est encore, je dirais, une utilisation qui va nous permettre à la fois de faire du moteur pour se déplacer, mais aussi évidemment de l'énergie, c'est-à-dire pour faire fonctionner un groupe pour l'électricité. On a en plus une éolienne qui va nous fournir du courant et on aura des panneaux solaires. Mais on est encore malheureusement à utiliser l'énergie fossile, le fuel, pour se déplacer et puis pour se chauffer et aussi produire l'électricité. On n'arrive pas à avoir un bateau, je dirais 100% écologique, en tout cas suffisant à lui-même au niveau énergie. Ça viendra peut-être dans quelques années, mais on est encore au début de ce genre de choses. Disons que dans le rêve d'il y a 25 ans, c'était d'aller vers l'Antarctique surtout et voir, je dirais, s'il y avait des fleurs en Antarctique, et sachant que c'est quand même un continent surtout recouvert de glace. Alors il y aurait a priori une petite fleur sur le continent antarctique, bon, je dirais, d'où le départ de ce nom fleur australe. Voilà, puis j'ai voulu garder le même nom parce que c'est un petit peu la continuité.
Oh, je crois qu'il faut y être allé une fois pour comprendre. C'est deux choses. Alors au niveau navigation, en tant que voilà capitaine d'un bateau, c'est une certaine ambiance, une ambiance de responsabilité. On va dans des mers quand même assez mouvementées. On a aussi la rencontre avec toutes les glaces flottantes. Ça va de l'iceberg au plus petit des glaçons, mais en passant par toutes les tailles, donc qui sont c'est à la fois une beauté. Un iceberg, c'est à chaque fois une sculpture. C'est un danger parce que on sait que la rencontre avec un objet flottant n'est pas très agréable, même si le bateau est solide. Donc la fascination vient de toute cette ambiance et puis et les lumières quand on arrive dans les hautes latitudes à partir de 50, 60 de latitude aussi bien nord que sud, on a des lumières qu'on n'a pas ailleurs. Il y a des ambiances, il y a des jours qui durent assez longtemps, il y a une mer froide, il y a des animaux, il y a une fascination, c'est vrai. Je pense qu'on peut être fasciné par le Sahara avec son ambiance, son côté vierge aussi. Et les régions polaires sont un petit peu le pendant de ces régions désertiques par leur force, par leur beauté, par tous les éléments qu'elles nous offrent. C'est pas évident. Je crois que l'enfant ne représente pas tellement une différence par rapport à des adultes. Je crois que évidemment, on a un œil sur les enfants, on a un œil quand on navigue, quand ils sont sur le pont. Euh, Disons on est organisé. Enfin, je suis quelqu'un de prudent. Je crois que je mets toutes les chances de mon côté pour que tout le monde revienne à bon port. Alors, ça fait partie du matériel de sécurité embarqué, ça fait partie aussi du bateau, comment il est conçu, les jets de sauvetage, on a une petite alarme d'homme à la mer, on a pas mal de choses, on va avoir pour les plus petits un filet qui ceinture le bateau, donc c'est vrai qu'on prend pas de risque. Bon, évidemment, il faut avoir l'œil tout le temps, à ce niveau-là, on sera là. Ce sont des relations d'hommes surtout qui se sont créées, donc principalement avec Yves Gonor, mais aussi avec toute l'équipe Fleury-Michon qui a suivi les années courses. Et puis, évidemment, quand on passe plusieurs années ensemble, on parle à la fois des courses, mais on parle aussi de la vie à côté, les passions et des projets. Et c'est vrai qu'au fil des années, depuis, je dirais plus de 10 ans, j'ai suscité, en tout cas, émis la volonté de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de construire un bateau pour faire des missions scientifiques, pour faire des reportages. Et Yves Gonor m'a toujours soutenu, en tout cas dans l'idée, dans ce parcours qui m'a amené. Et puis quand les choses se sont précisées et il fallait un moment aussi que je trouve des moyens extérieurs, je suis venu, je dirais, plus facilement vers Fleury-Michon, qui était ouvert à ce projet. Et je crois intéressé, parce que je crois qu'on a encore de belles choses à faire ensemble, non plus en course, non plus d'un côté médiatique, comme on peut le voir aujourd'hui sur le Vendée Globe, où là, vraiment, je dirais, on fait le 20 heures à TF1 et on est suivi en permanence. Mais je crois qu'on va pouvoir relater une façon de naviguer différente, une façon de découvrir le monde, de relater à la fois la beauté, parce que je ne suis pas pour jouer le catastrophisme. Les choses sont en place, en tout cas au niveau peut-être de la dégradation de notre planète et par son réchauffement, mais on va jouer les deux tableaux, on va à la fois relater la beauté et puis expliquer dans des régions un peu sensibles ce qui se passe. Donc et je suis très content d'avoir retrouvé Fleury-Michon pour ce projet. Oui, on va pas jouer les cobayes. Je crois que on va d'abord apprécier les plats qui sont en fabrication. Je crois qu'ils ont été élaborés déjà pour quelques skippers du Vendée Globe. Évidemment, on est d'accord et intéressé pour avoir tous ces produits. Et évidemment qu'on pensera à toute l'équipe Fleury Michon à chaque fois qu'on se mettra à table.